Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMNews 24. C'est la 30e livraison de ce mois de mai. Madame, Monsieur, merci de rester sur la télé. Voici le sommaire de cette autre édition. On parle du patronat puisque c'est le 2 juillet 2013 prochain que le JICAM essayera de résoudre l'équation de sa modernisation. Les membres du groupement interpatronal du Cameroun conviés à se prononcer ce 30 mai 2013 et sur l'avenir de l'institution concernant notamment ces textes organiques ne se sont pas accordés sur l'application de certaines dispositions statutaires. Paiement des sinistres, les transporteurs sont désormais édifiés sur la question par les assureurs. Les deux parties sont actuellement à s'accorder dans un séminaire atelier à Douala. Les différents modules proposés aux automobilistes leur ont permis de passer en revue les problèmes liés à l'assistance des conducteurs en cas d'accident. C'était aussi le lieu pour les uns et les autres de s'accorder sur la responsabilité de tout un chacun dans ce processus. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci de nous accorder votre préférence. On ouvre donc cette édition d'information puisque le temps d'une journée et l'ambition de moderniser l'organisation interpatronale a volé en éclat. Les membres du groupement interpatronal du Cameroun conviés à se prononcer ce 30 mai 2013 sur l'avenir de l'institution concernant notamment ces textes organiques ne se sont pas accordés sur l'application de certaines dispositions statutaires. Et pour ce motif, et au risque de provoquer l'implosion du JICAM, l'Assemblée générale mixte a été reportée au 2 juillet 2013. Les détails de Nadanouzoa, José Ngokan. Les membres du groupement interpatronal du Cameroun, conviés à se prononcer ce 30 mai 2013 dans le cadre d'une assemblée générale mixte sur l'avenir de l'institution, concernant notamment ces textes organiques, ne se sont pas accordés quant à l'application de certaines dispositions statutaires régissant de telles assises. L'exposé des motifs de la session extraordinaire propose en effet un réaménagement partiel des statuts. Ces amendements visent l'article 6 relatif à la qualité des membres, l'article 16 alinéa 1 concernant la date et tenue des assemblées générales ordinaires, l'article 18 alinéa 1 qui évoque le mandat et la composition du conseil exécutif, ainsi que l'article 23 portant règlement intérieur. Ce beau schéma, proposé à l'ascension de l'Assemblée générale, ne fera malheureusement pas l'objet des débats, les membres présents ayant invoqué la violation de l'une des dispositions du statut qui stipule que la tenue des assemblées générales est subordonnée à la certification de la fiche de présence suivant les diligences du commissaire aux comptes. Le blocus ainsi créé va susciter des échanges houleux allant dans le sens de la poursuite des travaux et du renvoi pur et simple de ces assises. Le président en exercice du JICAM, qui estime que c'est à l'épreuve du temps et des faits qu'une organisation mesure l'efficacité des outils mis à sa disposition pour accomplir ses missions, va mettre fin au débat en reportant la tenue de l'Assemblée générale mixte de ce jour au 2 juillet 2013 avec le même ordre du jour. Et c'est une affaire à suivre. Et au-delà donc de cette Assemblée générale mixte avortée, le JICAM a quelques heures avant signé avec l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, une convention de suivi et de régulation des marchés publics. Aussi a-t-on eu la présence d'Amatou Toumouna, c'est la ministre en charge des arts et de la culture qui a profité de cette occasion pour établir le lien entre la culture et les affaires en présentant le concept Art Foundation. Voici une attitude d'Amatou Toumouna au micro de CAMNews 24. Vous le savez, dans le domaine du mécénat et du parrainage, c'est ce public qui est d'abord ciblé. Les partenaires c'est le privé. Et j'ai été invitée, après ma présentation au SAWA, j'ai été invitée par le JICAM. Je pense que le produit a mordu après cette soirée. Et si le président du JICAM m'invite de venir présenter le projet au niveau de cette assemblée générale, c'est que la première présentation a suscité quelque chose. C'est pour moi l'occasion de remercier tout le groupement interpatronal pour ce geste d'intérêt. En économie, les cotonculteurs et producteurs de coton des sociétés en charge du développement de la filière accordent leur violon pour la campagne agricole 2016-2014. En prélude donc au lancement de la nouvelle campagne agricole qui s'ouvre bientôt, les deux parties ont planché sur les résultats de la campagne écoulée, passant ainsi en revue toutes les difficultés qui l'ont émaillé. Les précisions avec Amadou Bello et Bintou Akoum. De faire
Ce séminaire, qui se tient chaque année de manière rotative entre les régions du Nord et de l'Extrême Nord, a pour principal objectif de dresser le bilan d'une saison et d'édicter les mesures correctives pour la prochaine saison cotonnière. Cette année, l'on a relevé, pour s'en féliciter, une courbe évolutive de la production qui culmine à 220 000 tonnes à la clôture de la campagne 2012-2013 pour un rendement supérieur à 1130 kg à l'hectare. Un bilan largement au-dessus de l'espérance quand on se souvient que cette campagne a été perturbée par les inondations et leur corollaire, à savoir les destructions de plusieurs hectares de champs. Autre constat, la maîtrise des exportations frauduleuses et massives de coton graines qui avait occasionné au cours de la saison 2011-2012 la fuite de plus de 26 000 tonnes vers les pays voisins. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est beaucoup plus un problème d'assainissement de la liste des producteurs, mais également du contrôle, si on veut, des réalisations et des enlèvements dans les magasins de la CNPC, des intrants qui sont mis à leur disposition. À l'issue des 2 jours de brainstorming dans le cadre du 6e séminaire interprofessionnel tenu les 28 et 29 mai dernier à Garoua, sous la présidence du gouverneur du Nord Otto Wilson Joseph, les producteurs de l'or blanc regroupés au sein de la CNPC et leurs partenaires commerciaux, la Société du développement de coton du Cameroun, ont posé les jalons pour l'amélioration de la production en 2014. Ils ont décrié quelques dysfonctionnements qui plombent encore les efforts des producteurs, notamment l'organisation des achats auprès des producteurs dans son mode de paiement en espèces qui ne garantit pas la sécurité et la célérité, la sécurisation des stocks et l'évacuation vers les usines d'égrenage qui présentent encore quelques failles dans la bataille engagée contre la fuite du coton. Dysfonctionnements pour lesquels des mesures correctives ont été arrêtés au sortir de ce conclave. Il s'agit entre autres de la bancarisation des producteurs et la mise en place des moyens modernes de paiement pour épargner les organisations paysannes des désagréments vécus par le passé, la mutation des groupements en coopératives afin de s'arrimer à l'OHADA au bénéfice du développement harmonieux de la filière coton au Cameroun et l'épanouissement de ses acteurs et producteurs. CIMEC 2016 à présent, la première édition de la conférence internationale sur les mines au Cameroun vire à la foire exposition. Le hall du palais des congrès de Yaoundé, qui fait office de village, a à l'occasion laissé la possibilité au public de découvrir le savoir-faire des sociétés minières, des industries connexes et autres partenaires. Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Donald Anouzoa nous en disent plus. Cette exposition est l'occasion pour les différentes structures de démontrer qu'elles s'inscrivent dans le processus de développement du Cameroun. Un réel plaisir pour nous de participer à ce premier salon international sur le secteur minier au Cameroun. Et notre objectif, il est simple, c'est de démontrer que des entreprises camerounaises, entièrement d'expertise camerounaise, sont capables d'agir et d'œuvrer dans des secteurs pointus. Le tour des stands permet de constater que le Cameroun dispose d'un gisement très précieux qui ne contribue pas à la relance de l'économie nationale, à la lutte contre la pauvreté et au développement du pays parce que moins exploré. Alors qu'il cherche à développer sa campagne d'exploration aurifère, quelques structures qui font dans la fabrique des machines et appareils qui aident à une détection facile de l'or pensent pouvoir jouer le jeu et se rendre utiles. L'avantage de cette société au Cameroun, c'est que ça va donner des appareils aux Camerounais parce que les Camerounais ont les méthodes traditionnelles qu'ils utilisent pour chercher l'or. Mais avec MineLab, il y a les appareils qui vous aident à trouver l'or facilement et c'est plus efficace. Les technologies de l'information et de la communication ne sont pas en reste. De se connecter avec leurs sièges qui sont peut-être ailleurs, qui sont pas ici au Cameroun, pas basés ici au Cameroun. Et avec notre couverture globale, ça nous pousse à pouvoir donner une solution faisable et parfaite pour ce genre de entreprises. Des sociétés minières, des industries connexes et autres partenaires à renommée établie sont aussi sur la place en provenance d'origines diverses. Elles font entre autres dans la fabrique et commercialisation des explosifs civils.
C'était l'autre titre à la une de cette édition des formations sur Canal 4. On parle du paiement des assurances, du paiement des sinistres avec les transporteurs qui sont désormais édifiés sur la question par les assureurs. Les deux parties sont actuellement à s'accorder sur la question dans le cadre d'un séminaire atelier qui court dans la capitale économique du pays. Il faut dire que les différents modules proposés aux automobilistes ont permis à ces derniers de passer en revue les problèmes liés à l'assistance des conducteurs en cas d'accident. Et c'était aussi le lieu pour les participants de s'accorder sur la responsabilité de tout et chacun dans ce processus. Reportage Jean-Jacques Ondoa, Sadou Mamoudou. Des clichés d'accidentés sans assistance ou encore des assureurs qui prennent simplement la poudre d'escampette face à un accident de circulation sont légion. Fort donc de ce bisbille, assureuses et assurés passent à table. La formation vise simplement à leur donner un certain nombre d'instruments, d'éléments qui leur permettent en cas de sinistre de pouvoir déclarer des sinistres, de pouvoir être un partenaire de l'assurance, de l'assureur, pour que les sinistres soient réglés très rapidement. Et parce que l'assurance ne saurait se substituer à cette pièce que l'usager présente à toute barrière de contrôle routier, le chauffeur et propriétaire d'automobile doivent s'approprier les rouages s'il en était encore besoin de l'assurance. On a un texte du ministère de Transport signé par le ministre qui fixe le transport urbain et périurbain à bord de véhicules jusqu'à 10 places, y compris celles des chauffeurs, pendant que les assureurs, eux, disent qu'ils ont d'autres documents qui disent que le transport urbain et périurbain se limite à 9 places, y compris celles des chauffeurs, 10 places étant le transport interurbain, pendant que nous savons que c'est 11 places de transport interurbain. Autant de choses, si eux, qui ont des structures bien ficelées, n'arrivent pas à parler d'une voix, comprenez que ça ne nous met pas en confiance et c'est ça qui provoque toute cette méfiance. Ces propos, mis à part ceux précédemment écoutés, témoignent à suffire que transporteurs et assureurs ont tout intérêt à regarder dans la même direction pour que nos routes cessent d'être des véritables hécatombes. Finances publiques, les acteurs du processus de passation des marchés publics sont également à l'école des normes de la Banque mondiale. Ils viennent de passer au crible les mécanismes relatifs au bon déroulement de ce processus à Douala, la capitale économique du pays. C'était à la faveur de la réunion de concertation des responsables du PNDP, le Programme national de développement participatif du ministère des marchés publics et des collectivités territoriales décentralisées. Jean-Jacques Ondoa et Sadou Mamoudou nous en donnent l'économie. Les travaux de Douala visent à terme un résultat spécifique. C'est dans le but d'harmoniser les différentes procédures en cours dans ce domaine que nous sommes là. En fait, les procédures, pourquoi? Parce que le PNDP est financé par la Banque mondiale, n'est-ce pas? Et il est question pour nous de voir comment est-ce que nous pouvons continuer la mise en œuvre des projets tout en respectant les procédures de la Banque mondiale. Dans cette entreprise, le Programme national du développement participatif bénéficie de l'apport du ministère des marchés publics. Une assistance qui sous-tend somme toute des réformes. Le véritable but de ce genre de rencontre, c'est de faire une lecture croisée de notre réglementation et des dispositions que souhaitent les bailleurs de fonds. Pour y parvenir, les magistrats municipaux de la région du littoral ont bénéficié des éclairages sur les mécanismes de procédure de passation de marchés publics pour une région présente à l'appel de l'émergence à l'horizon 2035. En société, les femmes de la région de l'Est vont en guerre contre la corruption. Elles étaient nombreuses à prendre part ce jeudi au séminaire régional de renforcement des capacités sur la lutte contre le fléau social initié par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Cette rencontre de 2 jours est également marquée par la participation des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales. Roméo Tignan, Inès Teba et Donada Nouzoa nous donnent les détails. C'est dans ce cadre propice à l'échange qu'elles ont voulu ensemble se retrouver cet après-midi du 30 mai 2013 pour barrer la voie à la corruption, présentée comme une nébuleuse qui détruit notre société. Ces femmes venues d'horizons divers s'affûtent des armes indestructibles pour mener bataille. Faire une vaste sensibilisation contre la corruption. Et cette sensibilisation-là cible particulièrement les femmes. Parce que ce sont les femmes qui sont les mamans. Ce sont les femmes qui élèvent les enfants. Elles sont les premières éducatrices, les premières formatrices de nos enfants. Alors nous pensons que si dès le foyer,
au sein du foyer, de la famille, à la maison. La sensibilisation est déjà faite. Nous aurons plus de chances d'avoir des citoyens qui ne sont pas corrompus, qui ne sont même pas corruptibles. La cellule de lutte contre la corruption du MINPROF a 2 objectifs à son actif. Pendant ces 2 jours, il est question de former et sensibiliser ces 200 femmes, membres des organisations de la société civile et personnel du ministère en charge de la femme et de la famille à l'Est. Et comme l'a martelé l'inspecteur général des services de la région, chaque femme doit en sa manière contribuer à tuer ce fléau. Nous allons commencer par sensibiliser toutes les femmes et en plus mettre en pratique ce que nous avons appris dans le sens de lutter contre la corruption et même de bannir, de finir ça dans le Cameroun entier. Pour édifier l'assistance, des formes, exemples et conséquences de la corruption ont été soulevées par des femmes d'association sous la lanterne des exposants, notant ainsi leur totale adhésion à cette bataille dont elles se disent être au centre en portant le message. Dans les couloirs de l'enseignement supérieur, l'actualité tourne autour de 50 ans de la coopération universitaire entre la France et le Cameroun. Bilan et perspective, c'est donc le thème fédérateur de la toute première édition de la journée porte ouverte de l'antenne de l'association des docteurs boursiers du gouvernement français. La cérémonie était présidée par le recteur de l'université de Douala en présence du consul général de France et résident dans la capitale économique du pays. Les détails avec Eric Ticheux et Benoît Dormont. Des échanges ayant ponctué cette rencontre, l'on a appris que cette coopération universitaire Cameroun-France est en place depuis la création de l'Université fédérale du Cameroun, la toute première en 1962. Elle a accompagné à nos jours 8 universités d'État et plus d'une centaine d'institutions universitaires privées d'enseignement supérieur. Je viens de constater tout à l'heure qu'il y avait eu effectivement une baisse du nombre de bourses accordées il y a quelques années, et je vois qu'on est remonté à un niveau tout à fait satisfaisant et qu'il faudrait effectivement essayer de dépasser. Je crois que le système des bourses, c'est l'avenir, c'est la meilleure façon de former effectivement des étudiants qui reviendront ici et qui participeront au développement de leur pays. L'association des docteurs boursiers du gouvernement français est un regroupement des enseignants-chercheurs et des docteurs anciens boursiers du gouvernement français ayant effectué leurs études supérieures en hexagone avec ou sans bourse de la France. Il a pour objectif de faciliter l'insertion de ses membres dans les universités et centres de recherche afin d'assurer leur épanouissement scientifique et professionnel entre autres. L'opportunité de cette journée, c'était déjà pour faire connaître à nos collègues dans le campus, parce que l'association existe depuis 2005. Bon, elle était pour un temps beaucoup plus cantonnée à Yaoundé, puisque le premier conseil d'administration était beaucoup plus constitué des collègues qui sont à Yaoundé. Et comme je l'ai rappelé, en 2010, nous avons eu un conseil d'administration extraordinaire, enfin une assemblée générale extraordinaire, et on a eu des recommandations qu'il fallait créer des antennes dans les universités d'État pour une meilleure visibilité. La coopération se décline aussi en des échanges d'enseignement des chercheurs et de formation. Par exemple, bien qu'étant jeune, l'Université de Douala reçoit chaque année des étudiants et des enseignants-chercheurs français, autant que les universités françaises accueillent leurs enseignants-chercheurs et leurs étudiants, d'où l'intérêt du thème 50 ans de coopération universitaire à France-Cameroun, bilan et perspectives développés au cours de la table ronde. Environnement, la journée mondiale se prépare activement dans la capitale économique du pays, à Douala. Les activités relatives ont été lancées ce 30 mai 2013 dans l'arrondissement de Douala 4e, et plus précisément à Bouna-Sama et cette partie de la ville qui présente de nombreux problèmes environnementaux. La cérémonie de lancement ici a eu lieu en présence des autorités municipales de cet arrondissement et quelques associations qui œuvrent dans l'hygiène environnementale. On fait le point avec Jean-Jacques Ondoa et Divenapi. Bonabéry, situé dans l'arrondissement de Douala 4e, abrite environ 750 000 habitants pour une superficie de 52 km². Géographiquement indépendante, la commune de Douala 4e est administrativement lotie dans le département du Vouri. Son chef-lieu est le quartier Bouna-Sama, lieu où des problèmes d'environnement se posent avec acuité. Vous savez, là où il y a ces industries, nous avons beaucoup de problèmes d'environnement. Disons, le problème de déchets que nous pouvons gérer
et la pollution que nous pouvons vivre à cause de ces industries qui sont là, qui produisent la richesse non seulement pour Douala 4, mais pour le Cameroun. Le choix porté sur cette partie de la capitale économique par la délégation régionale de l'environnement pour le littoral, en partenariat avec une association humanitaire, dans le cadre du lancement des activités relatives à la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin prochain, se passe de tout commentaire. L'initiative est saluée par les responsables de l'établissement sanitaire, bénéficiaires de l'investissement humain. La Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre ce 5 juin, sous le thème « Manger, penser, préserver », vient remettre au bout du jour la question d'hygiène alimentaire pour un lendemain meilleur au profit des citoyens. Parlons du droit d'auteur. Avec ce mouvement d'humeur des artistes à l'entrée de la télévision nationale à Yaoundé ce 30 mai. Les uns et les autres réclament ici le paiement de 750 millions de francs CFA représentant leurs droits non réversés, disent-ils, depuis pratiquement 3 ans. Ils ont ici scandé des chants à la gloire du chef de l'État qui les appelle à la rescousse face à ce qu'ils qualifient de roubladise du média d'État. Florian Paye, Marcel Vendor, Éric Tichou pour le détail. Le climat est délectère depuis ce 30 mai 2013 entre les artistes des 4 sociétés de gestion collective du droit d'auteur, l'APSCAP, la SOCAM, la Socilatra, la SOCADA et la CIATV, la Cameroun Radio and Television. Pour manifester leur mécontentement, ils sont sortis par milliers pour envahir l'entrée principale de la structure au quartier Mbalado à Yaoundé. Pancarte à la main, ils réclament le paiement de 750 millions de francs au titre des aérés de leurs droits cumulés depuis 3 ans. Chaque fois que nous allons voir les structures auxquelles nous appartenons, on nous raconte toujours qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on se donne révolté. Ils nous ont dit s'il n'y a pas d'argent, la CIATV n'a pas encore payé. Alors, c'est eux qui nous mettent au courant que la CIATV nous doit jusque-là, jusqu'à 750 millions de francs. Vous savez, nous ne vivons que de ça. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour que la CIATV sache que nous sommes au courant de ce que c'est eux qui nous bloquent. Encadrés par des éléments de la police, ces artistes n'entendent pas céder à la moindre intimidation. Aujourd'hui, il y a un salaire de 750 millions que les artistes, toutes les corporations confondues, sont venus réclamer à la CIATV. Parce qu'il y en a marre. La réclamation qu'ils brandissent est soutenue par quelques promoteurs culturels. Si je suis là, c'est pour soutenir les artistes camerounais, tous les artistes camerounais en général. Il est hors de question que l'artiste ne vive pas et ne jouit pas de ses gloires. La CIATV a presque 750 millions à remettre pour les droits d'auteur. Ils ne veulent pas payer les artistes. Alors que l'artiste ne vit que de sa chanson, de sa comédie. Vous voyez, donc si je suis venu les soutenir, c'est pour que le directeur de la CIATV et tous les responsables de la CIATV doivent comprendre que la musique de l'artiste, c'est la musique qui est le père de l'artiste, c'est la musique qui est la mère de l'artiste. Il est hors de question qu'on ne les paye pas les droits. Pour calmer les ardeurs de ces artistes, Grégoire Ndjaka, conseiller technique du directeur général Abadou Vamoulke, venu pour la médiation, les a conviés à une importante réunion qu'il présidera ce vendredi 31 mai avec le président de la CPMC, entendez commission permanente de médiation et de contrôle, affaire à suivre. De la nécrologie au bas de cette page nationale, vous dire que la ville de Douala a dit tous ses adieux à Moïse Bonteke. L'animateur vedette de la CRTV FM 105 sur là-bas a entamé son chemin de non-retour ce 30 mai à partir de la garnison militaire à Douala-Bonanjo. C'était en présence d'un public nombreux d'amis, familles, membres de la famille, collègues, hommes des médias et autres autorités, en tête desquelles le préfet du département du Vouri. Et des témoignages semblent tout émouvants. L'on retient que le défunt a combattu le bon combat et a achevé sa cause en gardant la foi. Et c'est donc de cette foi que devrait, et c'est de cette foi qu'en ont besoin tout ce groupe, nombre de personnes affectées par sa disparition subite le 10 mai dernier. Moïse Bonteke, la vedette pour l'éternité, c'est avec Divine Api. Cette fois, il n'est pas arrivé à la CRTV Littoral FM 105 pour rentrer dans l'un des studios afin de donner sa prestation habituelle. Ce 30 mai, Moïse Bonteke a choisi de prendre place dans le décor pour l'éternité.
se contentant de sourire outre cercueil à l'ensemble des témoignages prononcés à son honneur. Il était animateur, avait formé des jeunes avec qui il entretenait, captivait de nombreux auditeurs à l'écoute de la radio. Le film de son voyage outre-tombe s'est joué par séquences en cette journée ensoleillée de mai 2013. Une levée de corps à partir de la garnison militaire de Douala-Bonanjo, en présence de nombreuses autorités de la ville, familles artistiques et hommes de médias émus. Le tour de ville pour dire adieu à cette capitale économique et ses nombreux fans qu'il a interpellés pendant plus d'une décennie. Il n'y avait pas mieux que l'esplanade de la CRTV pour que l'ancienne église qu'il fut emprunte le chemin de non-retour. Après une carte de visite bien pleine, réalisateur, journaliste animateur, parti de contractuel d'administration pour la FM 94, aux côtés de Saint-Lazare à Mougou, pour illuminer la FM 105 à travers le soleil sous les ondes, en faisant sourire les ménagères au cœur des communautés. Il n'y avait pas mieux que d'en parler, malgré l'émotion. Et Moïse Banteki, qui s'en va, laisse donc derrière lui un gros héritage fait d'hommes et femmes sur ses traces. Voici le souvenir compté par quelques-uns au micro du Camion 24. Moïse était un monsieur exceptionnel, multidimensionnel, parce que lui et moi étions parmi les pionniers qui avons commencé la sensibilisation de la lutte anti-sida au Cameroun. Donc nous étions dans des séminaires de formation et nous avons mené ensemble cette sensibilisation qui a permis à des milliers de Camerounais de changer de comportement. Moïse était très compétent dans son domaine d'activité, très sociable. Il avait un sourire communicatif et il savait mettre tout le monde à l'aise. La vérité, c'est que Moïse Banteki fait partie de ces rares icônes qui nous ont donné à nous, la jeune garde, envie de faire dans ce que nous faisons aujourd'hui et que nous sommes heureux d'appeler le plus beau métier du monde. Donc je préfère, lorsque je parle de Moïse, m'en tenir à dire de lui que c'était un grand frère qui m'a fait l'honneur et le plaisir de me donner plus d'une fois des conseils au sujet d'un concept qui regroupe les hommes de médias. Quand on voit cette mobilisation, on regarde derrière soi et on voit le parcours de l'homme, son œuvre. Et il ne reste que des regrets. Pourquoi maintenant? Il y avait encore tellement de choses à donner. Et du coup, on comprend l'absurdité de la vie. C'est tellement éphémère tout ce que nous vivons qu'il vaut mieux marquer son temps à travers les œuvres. C'est finalement le passage de chacun, chaque être humain, et la tristesse avec ce grand pincement au cœur qu'on peut voir un homme si joyeux, toujours souriant, partir comme ça au moment où la jeunesse forcément voulait encore de lui, ça fait très mal. La leçon qu'on peut retenir également, c'est que chaque être humain devrait, à travers un parcours quelconque, faire des choses positives pour qu'on en retienne. Quand on voit cette image là juste derrière nous, on constate qu'il y a un monde franchement qui émet. Il faut dire que dans le cadre de ces obsèques, actuellement a lieu donc la veillée au stade Mbappé-Lépé de Douala Aqua. À l'étranger, justice, le juge gentil se reproche d'un des médecins ayant conclu à l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt. Dans le social, nouveau record des chômeurs attendus, plus de 40 000 supplémentaires selon le journal Les Échos. Et puis en Syrie, l'opposition refuse toute conférence de paix tant que le Hezbollah et l'Iran envahissent sur le pays. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec l'AFP. Ziad Takieddine placé en garde à vue. Selon une source proche du dossier, les policiers le soupçonnent d'avoir voulu fuir le pays. Il se serait procuré un passeport diplomatique dominicain contre 200 000 €. L'homme d'affaires franco-libanais fait l'objet de plusieurs mises en examen dans l'affaire Karachi. Le juge gentil dans la tourmente. Le magistrat qui a mis en examen Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt serait un proche d'un des médecins ayant conclu à l'état de faiblesse de la milliardaire. Selon le Parisien, le docteur Sophie Grombe aurait été témoin au mariage de Jean-Michel Gentil. L'avocat de l'ancien président devrait essayer de faire tomber l'ensemble de la procédure en demandant l'annulation de l'expertise.
Nouveau record de chômeurs attendu ce jeudi. Les chiffres du mois d'avril devaient tomber en fin d'après-midi, mais Jean-Marc Ayrault avait prévenu dès le matin qu'il ne serait probablement pas bon. Selon les Échos, le nombre de demandeurs d'emploi devrait progresser de plus de 40 000 dans la continuité de 2 ans de hausse. Les rebelles syriens posent leurs conditions. Ils ne participeront à aucune conférence de paix avec le régime tant que des combattants iraniens et du Hezbollah seront en Syrie. Cette annonce hypothèque les chances de succès de la conférence Genève 2 en juin, initiée par les États-Unis et la Russie. Noémie Lenoir est la nouvelle muse du Crazy Horse. Le mannequin y présentera 3 numéros du 2 au 8 juin. Elle succède à Dita Von Teese, Ariel Dombal et Clotilde Courreau dans le légendaire temple parisien du Nu Chic. En sport, les Jeux interforces de la région de l'Ouest sont définitivement lancés. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur Midiawa Bakari depuis le stade municipal de Bafoussam en présence des hommes en tenue tout grade confondus et surtout d'un public civil venu en grand nombre découvrir l'agilité des forces de défense et de sécurité. Compte rendu Médan Gossou, Pierre Guiagueux, Michel Atiba. La compétition dont le coup d'envoi a connu la participation du grand nombre a laissé apprécier le sens de cohésion des corps avec en tête le colonel Ebenezer Niamé, commandant d'armes de la place suivi de Midiawa Bakari, le gouverneur de la région. Honneur à la patrie, revue des troupes et installation à la tribune, tout ceci au rythme de la fanfare du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Athlètes et officiels ont prêté serment en s'engageant de rester fair-play dans l'esprit du jeu qui leur interdit des actes de guerre. La première rencontre en football a opposé la délégation régionale de la sécurité nationale au bataillon d'infanterie motorisée, le BIM. Les prochaines journées de cette compétition se joueront à Koutaba et à Bafoussam dans les disciplines olympiques et militaires, parmi lesquelles le tir et le ballon militaire. Bon à savoir, le gouverneur, par ailleurs président du comité d'organisation, est aussi président d'honneur. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition des formations. Les formations étant continues jusqu'à minuit 4. Bonsoir.